Chapitre 7. Quand deux mondes opposés se rencontrent. Le grand malentendu de la projection. En psychologie traditionnelle, on considère que la projection est un mécanisme de défense inconscient. Tout le monde a plus ou moins entendu parler de ce mécanisme de projection qui ferait que chacun voit midi à sa porte. Grâce à la projection, le sujet peut faire face à l'angoisse que provoquent les sentiments inacceptables pour le moi. Le sujet attribue inconsciemment à autrui des sentiments, des désirs que lui-même ressent. Ainsi, il peut assumer ses sentiments hostiles puisqu'ils ne sont qu'une réponse justifiée aux attaques que le sujet attribue à autrui. Cette théorie postule que je projette sur l'autre ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc je vois dans l'autre des éléments de moi-même, auxquels je n'ai pas accès. Je lui prête des caractéristiques qui sont en fait les miennes. Par exemple, si je le traite de radin, c'est qu'au fond de moi, cet avarice m'appartient. D'une façon inconsciente, je serais donc persuadée que c'est l'autre qui possède ce défaut. Poussons l'exemple plus loin. Imaginons que je veuille me poser au soleil à la terrasse d'un café pour profiter de l'ambiance de la place de la Comédie. Je suis en compagnie d'une personne qui refuse de boire un verre en terrasse parce que c'est du vol de payer un café à ce prix-là. Consciemment, je me fiche du prix du café et je veux juste profiter du moment présent. Mais si j'applique la théorie de la projection, inconsciemment, c'est moi la radine, puisque j'en fais le reproche à l'autre. Vous voyez l'inconvénient de cette théorie ? C'est qu'on ne peut plus rien en renvoyer à l'autre de son comportement, même déviant, sans s'entendre rétorquer, c'est celui qui l'a dit qu'il est. Et nous retrouvons notre morveux dans la cour de récréation. D'ailleurs, le manipulateur ne se privera évidemment pas de vous accuser d'être dans la projection et de lui prêter des intentions qu'il n'a pas quand vous repérez enfin un comportement déviant. Ça occupera votre cerveau complexe un bon moment. L'autre malentendu à propos des projections, c'est qu'on nous présente toujours les projections psychologiques sous leur jour négatif. Ce serait juste pour apaiser nos angoisses. Mais si nous en faisons des négatifs, alors nous en faisons aussi des positifs. Ce que j'admire chez les gens, c'est aussi ce que je porte en moi, donc je n'ai pas conscience. Si j'admire chez l'autre son humour, sa gentillesse et son intelligence, c'est que j'ai inconsciemment ces qualités en moi, mais du coup, ce n'est plus sûr que l'autre les ait réellement. Je pense effectivement que les qualités que vous prêtez à votre manipulateur sont uniquement issues de vos projections. J'irai même plus loin. Tout ce que vous lui prêtez d'humain provient de ce mécanisme. Dans son livre « Les pervers narcissiques », le psychanalyste Jean-Charles Bouchou développe l'intéressante théorie suivante. Le pervers narcissique a en lui une part tellement noire qu'il ne peut l'affronter. Alors il se clive et projette tout son négatif sur sa victime. Véritable Dr Jekyll, il voit en sa proie un Mr Hyde, auquel il prête toutes les noirceurs de son âme. Cela explique concrètement son entreprise de destruction et pourquoi, dans beaucoup de cas, il vous poussera au suicide ou organisera des mises en danger délibérées pour vous tuer. Il faut détruire cette part de moi que je hais et que tu portes. Tue-moi pour qu'elle meure avec toi. C'est vrai que, dans les relations d'emprise, cette projection est poussée à son paroxysme. Le manipulateur accuse l'autre de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait, lui prête toutes ses intentions mesquines, calculatrices et malveillantes, dans une déresponsabilisation permanente. Voilà pourquoi tout est toujours de votre faute, à vous et pas la sienne. Voilà aussi pourquoi il vous accuse de vouloir le détruire, de ne pas vouloir communiquer, etc. Ces théories à propos des mécanismes de projection sont à l'origine de beaucoup de confusion mentale. Qu'est-ce qui est à l'autre? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que je projette sur lui? Quand est-ce que je projette sur lui des choses qui n'existent qu'à l'intérieur de moi? Quand est-ce que, au contraire, j'entrevois la nature profonde de l'autre? Tout cela explique pourquoi les victimes sont souvent persuadées que ce sont elles les manipulatrices. Elles croient prêter à leurs manipulateurs des défauts et des intentions qu'ils n'ont pas, parce qu'elles ont elles-mêmes de vilaines pensées. Je pense que les mécanismes de projection n'expliquent pas réellement tout le mécanisme de l'emprise. Je valide toute la théorie de Jean-Charles Bouchou, sauf sur un point. Les mécanismes de projection du manipulateur sont beaucoup plus primaires que ça et beaucoup plus conscients également.
Le manipulateur sait très bien que la meilleure défense, c'est l'attaque, et que lorsqu'il vous accuse en premier de ce qu'il vous fait, il vous coupe l'herbe sous le pied. Le cas le plus bateau que je rencontre en consultation, et bien plus fréquemment que l'on ne pense, c'est celui du mari violent qui se dépêche d'aller porter plainte contre sa femme pour violence conjugale, juste après l'avoir tabassée, en exhibant la griffure qu'elle lui a faite sur la joue. Ça ne me paraît pas très inconscient. De toute façon, qu'il soit conscient ou inconscient, le mécanisme de projection du manipulateur est tellement primaire que vous pouvez l'utiliser avec un taux de fiabilité de quasiment 99%. C'est très simple. Soyez seulement attentif à ce dont il vous accuse et vous saurez ce qu'il mijote. Il croit prêcher le faux pour savoir le vrai, mais vous dévoile ses plans. De toute façon, tu veux vider les comptes en banque, hurle-t-il. Tiens donc, méfiez-vous. Pendant que vous bredouillez pour vous justifier, bouleversé par l'injustice d'une telle accusation, il jubile. C'est lui qui le fera dans les jours qui viennent. 2 mondes, 2 territoires, 2 cartes. En ce qui concerne le suréfficient, là encore, je doute que les mécanismes de projection traditionnels puissent suffire à expliquer son aveuglement. Les notions de carte et de territoire, telles qu'elles sont proposées en programmation neurolinguistique, me semble bien plus adapté pour expliquer pourquoi les surefficients ont tant de mal à comprendre la mentalité du manipulateur. En PNL, on considère qu'il y a la réalité d'un côté et la représentation qu'on s'en fait de l'autre. Aucun de nous ne peut avoir une vision exhaustive et objective de la réalité. Nous faisons forcément un tri, laissant de côté beaucoup d'informations, parce que de toute façon, il y en aurait trop. Ce tri est évidemment subjectif. Chaque individu se focalise sur ce qu'il croit être vrai, intéressant, utile. Ainsi, les relevés effectués pour établir une carte sélectionneront quelques informations topographiques choisies pour leur pertinence. Pour un même lieu, une carte IGN conçue pour la randonnée ne contiendra pas les mêmes informations qu'une carte routière qui se fiche du dénivelé. J'ai déjà évoqué la représentation mentale différente que les neurotypiques et les surefficients se font des relations interpersonnelles. Je voudrais le développer un peu plus ici. La pensée neurotypique s'appuie avant tout sur le cerveau gauche, rationnel et analytique. La pensée complexe fonctionne prioritairement sur l'hémisphère droit, émotionnel et global. Pour simplifier, je vous avais invité à vous imaginer les neuropensants avec leurs portillons cloisonnant clairement le chez-toi et le chez-moi. Les surefficients menteux, eux, voient les gens comme des buissons et des arbustes dans un grand parc. Les notions de chez-moi et chez-toi n'ont pas de sens dans un parc. Ainsi, un neurotypique peut envisager qu'on cherche à lui voler du terrain, alors que l'idée de voler un buisson dans un parc n'aura aucun sens pour un cerveau droit. De même, en cas de sécheresse, le neurotypique va penser « c'est à chacun d'arroser son jardin ». Moi, je m'occupe de trouver de l'eau et d'arroser le mien. Si mon jardin reste bien vert, alors que celui de mon voisin se dessèche, ça ne me choquera pas. Je serai plus fier et content de moi. Je considérerai que mon voisin n'a pas fait son boulot. Tant pis pour lui, moi j'ai fait ma part. Le surefficient, au contraire, trouvera que cela n'a pas de sens d'arroser un seul buisson si le reste du parc doit mourir de sécheresse. J'utilise cet exemple, certes un peu caricatural, pour vous permettre de comprendre que chacune des mentalités a sa logique. L'individualisme des normaux pensants choque souvent les surefficients. Pourtant, sa logique n'est pas idiote. Si chacun fait sa part, le monde tournera bien. Inversement, ce que d'aucuns prennent pour de l'idéalisme aura aussi sa cohérence en pensée globale. Pour le surefficient, beaucoup de choses sont incompréhensibles. Ça n'a pas de sens d'être bien si les autres sont mal. Ça n'a pas non plus de sens de ramer à l'inverse des autres rameurs. Et encore moins d'ouvrir une voie d'eau pour faire couler le bateau sur lequel on est tous embarqués. En pensée globale, il y a de l'intérêt de tous de s'entendre et de collaborer. C'est pourquoi la malveillance et le sabotage n'ont aucun sens. Pourtant, cela existe, autant le savoir et y faire face avec réalisme. Les notions de carte et de territoire sont fondamentales en PNL. Elles permettent avant tout de réaliser que chacun a une perception unique et subjective de la réalité. Ma vision de la réalité, ma carte, n'est pas la réalité, le territoire. Les gens qui n'ont pas compris cela font parfois preuve d'une grande rigidité mentale et peuvent se montrer très étroits d'esprit.
Si l'information ne figure pas sur leur carte, elle n'a pas le droit d'exister dans la réalité. Cela est valide aussi pour les suréfficients qui voudraient appliquer leurs valeurs humanistes à tous, comme si elles étaient universelles, et ils peuvent même en devenir très intolérants. Quand on est intolérant à l'intolérance, eh bien, on est quand même intolérant. Par exemple, certains membres d'associations de défense des animaux, de lutte contre la corrida ou contre le port de fourrure animale peuvent devenir aussi violents que ceux dont ils ont dénoncé la cruauté jusqu'à en perdre leur crédibilité. Le second aspect important de cette notion de carte est le nombre d'informations qu'elle contient. On considère qu'une carte pauvre en informations est limitante et qu'une carte riche en informations est aidante. Certes, une carte précise et détaillée est un bon début, mais depuis que je travaille avec des suréfficients qui ont des cartes très riches et truffées d'informations, je me dis que le nombre d'informations est une condition, nécessaire mais pas suffisante. Et même trop d'informations tue l'information. Sur certaines cartes mentales, il me semble qu'il vaudrait mieux parfois en enlever quelques-unes pour aérer, ce qui est une hérésie en PNL. Ensuite, il faudrait mieux hiérarchiser l'information. Sur les cartes routières, les routes sont représentées par des traits d'épaisseur différentes en fonction de leur importance. Dans les cartes mentales des suréfficients, tous les chemins ont le même tracé, qu'il s'agisse d'une autoroute ou d'un sentier. Enfin, il faudrait aussi faire un nettoyage approfondi des filtres pour pouvoir ajouter à la carte les informations qui ne vont pas dans le sens de ce que vous avez envie de croire, mais qui seraient indispensables à votre orientation. Enfermés dans leur idéalisme, les suréfficients refusent d'intégrer à leur carte les données qui dérangent leurs croyances. Cela explique sûrement en grande partie cette fameuse amnésie que j'évoque dans l'introduction. Dans « Je pense trop », je vous parlais de vos petites lunettes roses et de cette cliente qui s'était écriée. Mais je ne veux pas savoir que le monde n'est pas celui que je crois qu'il est. Le problème devient encore plus crucial quand on a brusquement accès à la pensée psychopathe, alors qu'on n'en soupçonnait même pas l'existence. Soudain apparaît dans notre paysage mental quelque chose de glaçant qui n'y a pas sa place et qui nous donne un frisson d'horreur. Vous savez ce fameux « ça m'a effleuré l'esprit » que vous n'exprimez avec honte en vous demandant comment votre cerveau pouvait avoir des idées aussi tordues. Non, votre esprit n'est pas tordu d'oser penser que. Rappelez-vous l'histoire des pneus dégonflés sur l'autoroute. Il existe bien des abrutis capables de faire ce genre de choses. Confronté à des faits qui ne laissent plus guère de doute, votre pensée a juste effleuré celle de votre manipulateur. Que faire de cette information ? Au lieu de la rejeter, il vaut mieux l'intégrer dans votre carte mentale comme une indication précieuse. Votre randonnée en montagne ne sera pas moins belle si votre carte IGN indique les couloirs à avalanche et les ravins en marge des jolis sentiers. Et s'il existe des vipères dans ce coin, autant le savoir. Cela permet de penser à prendre la pompe à venin dans le sac à dos. Vous serez simplement plus en sécurité. En fait, savoir que les manipulateurs existent et comment ils fonctionnent, c'est tout ce que je vous propose depuis l'écriture de mon premier livre sur la manipulation il y a 12 ans. Je vous dis simplement d'ajouter sur votre carte les couloirs à avalanche et les ravins pour ne plus tomber dedans. Mais vos filtres sont tellement puissants que certaines d'entre vous s'imaginent que mon intention est de souiller leur carte avec de vilaines tâches. Un jour où je devais prendre la route, il s'est passé un phénomène étrange. Quand j'ai rentré la destination dans mon ordinateur de bord, le GPS m'a indiqué 8 heures de route, là où je pensais n'avoir que 4 heures de trajet. Cela m'a intrigué. Mais je n'en ai pas fait cas, puisque l'adresse qui s'affichait sur l'écran était la bonne. J'ai pris la route et à ma grande stupeur, mon GPS s'est mis à glapir presque en continu, quitter l'autoroute. C'est bien plus tard que j'ai découvert que l'option « Éviter les grands axes » avait été activée. Cette petite mésaventure est une bonne illustration de la pertinence de nos comportements. De ma représentation du monde va découler ma façon de m'y mouvoir. Si je n'ai pas les bonnes informations ou si je ne sais pas lire la carte, je vais avoir de grandes difficultés à me déplacer. Comment mon GPS mental est-il configuré ? Quelles données contient-il ? Ai-je fait le bon tri dans les informations en les paramétrant ? Qui s'est permis de les bidouiller ? Et surtout, que contient le GPS des autres ? Pourquoi évite-t-il les autoroutes ou tourne-t-il en rond dans les centres-villes ? L'extraordinaire complémentarité des fonctionnements. Un suréfficient et un manipulateur se rencontrent sur un même territoire, mais avec des cartes mentales radicalement différentes et une façon de les lire aux antipodes. Chacun des deux ne peut comprendre les indications de la carte de l'autre, car elles ne figurent pas sur la sienne.
L'un a sur sa carte des valeurs d'harmonie, d'humanité, d'altruisme et d'intégrité. L'autre préfère la guerre, la cruauté, la cupidité et le mensonge. Ces représentations du réel antinomique donnent paradoxalement une complémentarité invraisemblable des fonctionnements. Jugez-en plutôt. J'ai fait une liste de toutes les complémentarités que j'ai trouvées. Elles sont incroyablement nombreuses. Guerre et paix. Nous l'avons vu dans les besoins de votre cerveau. Votre besoin de lien se heurte au besoin de rapport de force du manipulateur. Vous voulez la paix, il veut la guerre. La paix dans le monde dépend de notre paix intérieure. Si nous avons la possibilité d'aborder les problèmes dans un état d'esprit de compassion, de dialogue et de respect des droits des autres, cela sera toujours une meilleure solution que de recourir à l'utilisation des armes et de la force. Le désarmement extérieur dépend du désarmement intérieur. Dalai Lama. La majorité des suréfficients sera complètement d'accord avec cette si belle maxime qui fera bien ricaner le manipulateur. Il n'aura peut-être même pas tort. Objectivement, dans les faits, ce que prône le Dalai Lama fonctionne plus que moyennement au Tibet, face à l'invasion chinoise, et d'une façon plus générale, ne semble pas très efficace non plus dans d'autres pays en guerre. Alors pourquoi s'obstiner à croire que la paix est unanimement désirée ? Dans son roman « Le sabotage amoureux », Amélie Nothomb écrit avec une féroce lucidité. La guerre commença en 1972. C'est cette année-là que j'ai compris une vérité immense. Sur Terre, personne n'est indispensable, sauf l'ennemi. Sans ennemi, l'être humain est une pauvre chose. Sa vie est un accablement de néant et d'ennui. L'ennemi, c'est le Messie. Sa simple existence suffit à dynamiser l'être humain. Grâce à l'ennemi, ce sinistre accident qu'est la vie devient une épopée. Quand sa guerre des boutons personnels débuta en 1972, elle avait 6 ans. Participer activement à cette guerre enfantine et cruelle du ghetto de Sandlyton l'émoustillait assurément. Elle observe. Prenez une ribambelle d'enfants de toutes les nationalités, enfermez-les ensemble dans un espace exigu et bétonné. Laissez-les libres et sans surveillance. Ceux qui supposent que ces gosses se donneront la main avec amitié sont de grands naïfs. Comme le décrivent si bien Amélie Nothomb et Louise Pergaud, les enfants désœuvrés et sans surveillance sont vite surexcités par la bagarre et ils seront sans pitié et sans limite. Or, les manipulateurs sont effectivement restés bloqués à l'âge de la guerre des boutons. Inversement, la personne qui pense trop croit en un monde de paix, d'amour et d'harmonie. Elle redoute les conflits et préfère les relations sereines et intimistes. Ça tombe mal. Le manipulateur, lui, a très peur de l'intimité et il a un besoin vital de conflit. Complètement paranoïaque, il est en guerre contre le monde entier. Il s'excite au combat, se drogue de ses abus, s'enivre de sa toute-puissance et se nourrit énergétiquement des conflits qu'il crée délibérément. Il n'est donc pas prêt de signer l'armistice. La guerre commence par être sensorielle en raison de votre hyperesthésie. Elle s'attaque ensuite à votre joie de vivre, qui est une provocation pour ce sinistre personnage haineux et rabat-joie. Elle est enfin neurologique, nous l'avons vu au niveau de votre difficulté à gérer l'imprévu et l'effet de surprise. Le manipulateur exploite sans vergogne tous vos handicaps en étant imprévisible, pulsionnel, contradictoire et en vous mettant la pression de l'urgence. Il utilise aussi votre besoin maladif de clôture cognitive pour vous condamner à la béance psychologique. Il exploite enfin votre manque de protection et votre incapacité à vous mettre en colère en se comportant en agresseur et en vous assaillant de ces crises de rage. Face à cela, les suréfficients me disent « Mais il a forcément une raison d'être méchant !» Oui, mais pas celle que vous croyez. Vous ne lisez pas sa carte mentale dans le bon sens. Humanité contre cruauté. Si vous pratiquez la bienveillance gratuite avec un manipulateur, vous le rendez fou de rage et de peur. Il ne peut pas comprendre pourquoi vous agissez ainsi puisqu'il n'est gentil que par calcul. Il cherche où est votre calcul et comment vous allez lui faire payer cette gentillesse. Il ne trouve pas le piège puisqu'il n'existe pas. Alors il s'imagine que votre calcul est vraiment diabolique et qu'il est en danger. Lui est dans la malveillance gratuite, ce que vous ne pouvez pas comprendre non plus. Incroyable, n'est-ce pas ? Vous êtes dans l'incapacité de concevoir la malveillance quand lui est dans l'incapacité de comprendre l'intérêt de la bienveillance. De même, la gentillesse dans les relations est une valeur noyau chez vous. Dans 96% des cas, cela peut être une bonne idée si vous savez quand même vous faire respecter. Mais pas face aux 4% de manipulateurs qui ne comprennent pas ces valeurs humanistes et qui les prennent pour de la bêtise et de la faiblesse. Pour eux, c'est la méchanceté qui est une valeur noyau, car elle leur prouve qu'ils sont plus forts et plus malins que tout le monde.
Vous êtes chaleureux, ils sont glaciales. Vous aimez l'amour, ils préfèrent la haine. C'est leur choix et c'est leur droit. Ne cherchez plus à leur imposer votre paix, mais ne rentrez pas non plus dans leur guerre. Quand l'altruisme nourrit le narcissisme. Les gens qui pensent trop sont spontanément généreux, désintéressés, voire prodigues. À l'inverse des neurotypiques, ils ne comptent pas ce qu'ils donnent. Ils pratiquent instinctivement les jeux à somme non nulle, tels que les ont étudiés les sociologues. Les jeux à somme nulle sont ceux où, s'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Plus 1, moins 1 égale 0. Si je gagne, tu perds et inversement. Dans les jeux à somme non nulle, il n'y a rien à perdre. Sont regroupés sous le nom de jeux à somme non nulle les situations de ce genre. Un passant signale à un automobiliste qui se gare qu'il a oublié d'éteindre ses phares. Un client faisant la queue en caisse prend 30 secondes de son temps pour ramasser un gant qui vient de tomber et le rendre à son propriétaire. Dans les jeux à somme non nulle, ce que je donne ne me rapporte rien. Je n'ai rien à y perdre ou à y gagner, si ce n'est le plaisir de rendre service ou de voir un visage s'éclairer. Mais l'autre y gagne quelque chose. 0 plus 1 égale 1. Je n'ai rien perdu et l'autre a gagné. Évidemment, si je passais ma matinée à chercher qui a oublié d'éteindre ses phares ou qui a perdu son gant, le jeu deviendrait coûteux. Et il le devient effectivement très vite avec un manipulateur qui prend sa victime pour un distributeur universel de services. Nous avons parlé de la fontaine inépuisable et du puits sans fond. Il y a deux déséquilibres complémentaires. Le surefficient donne trop, en minimisant le prix de ce qu'il donne. Le manipulateur ne sait que prendre, voire exiger, avec voracité, cupidité et ingratitude. En parallèle, le manipulateur ne donne qu'à minima, par calcul et en majorant copieusement le prix du peu qu'il vous offre. Mais c'est largement suffisant avec quelqu'un qui ne sait pas recevoir et qui est un hypertrophié de la gratitude, comme je vous appelle souvent pour vous taquiner. Finalement, aucun des deux ne sait dire merci avec humilité. L'un est prêt à se sacrifier pour le bonheur des autres. Ça tombe bien, l'autre trouve tout à fait normal que l'on se sacrifie pour le combler sans limite. Mais dans cet axe perturbé du donner et du recevoir, l'enjeu est essentiellement énergétique. Vous êtes des gens bourrés d'énergie. Les manipulateurs sont vides et paresseux. Un manipulateur m'a d'ailleurs avoué sans vergogne qu'il restait avec sa femme parce qu'elle a plein d'énergie et moi je n'en ai pas. Il a ajouté d'un air de défi. Je suis comme un champignon sur un tronc d'arbre. Je lui mange son énergie. Ça a le mérite d'être clair et ça me prouve une fois de plus que les manipulateurs sont bien plus conscients de ce qu'ils vous font et que vous ne voudriez le croire. Dans le harcèlement psychologique, les auteurs Daniel et Kathleen Rode considèrent que le personnage du vampire est une métaphore exacte du manipulateur et des ponctions énergétiques auxquelles il se livre. Effectivement, ces gens-là nous bouffent notre énergie comme les vampires suceraient notre sang. On sort d'une interaction avec eux vidé, rincé et essoré. Qu'ils sévissent au comptoir d'un service après-vente, dans notre entreprise ou dans notre entourage familial, nous sentons que les interactions avec eux nous épuisent. Oui, vous avez de l'énergie à revendre. Je suis impressionné par la vitesse à laquelle vous renaissez de vos cendres quand le harcèlement s'arrête. Mais ce n'est pas parce qu'on est une pile atomique que l'on doit se laisser vider les batteries par quelqu'un qui de toute façon ne recyclera pas cette énergie. Vous avez mieux à faire de votre temps, de votre argent et de votre énergie que de les laisser gaspiller dans des relations stériles et négatives. L'intégrité face à l'escroquerie. Nous avons parlé plus haut d'intelligence et je vous ai dit que plus on est intelligent, plus on est manipulable. Parallèlement, l'intelligence donne une éthique humaniste et hypertrophie le sens de la responsabilité. Le surefficient se sent facilement coupable de tout, même quand il n'y est pour rien. Il trouve normal d'anticiper sur les conséquences de ses actes en amont et de les assumer en aval. Il reconnaît volontiers ses erreurs et sait faire son autocritique. Il est à cœur d'incarner le plus possible ses valeurs d'authenticité, de sincérité, d'honnêteté et de droiture. Son sens de l'engagement lui fera tenir parole, quoi qu'il lui en coûte. La loyauté, l'intégrité et la justice sont des valeurs importantes pour lui. Il n'imagine pas une seconde qu'elles sont si peu partagées par le manipulateur. S'il savait à quel point dans son immaturité le manipulateur est cynique et sans éthique. Lui se fiche des conséquences de ses actes et pense que tous les coups sont permis. Il est stupide, mais il est malin. L'hypocrisie et le mensonge ne sont que des armes bien pratiques puisqu'elles marchent si facilement avec les naïfs. C'est tellement jouissif quand on est dans la toute-puissance infantile de voir les imbéciles gober vos salades. La parole magique infantile permet de dire au lieu de faire.
On peut se vanter partout de ses prouesses et de ses générosités sans jamais avoir levé le petit doigt. On dirait que j'aurais fait suffit largement à mystifier les foules. Cette parole magique permet également de faire toutes sortes de promesses sans avoir à les tenir. De toute façon, tout le monde le sait, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est bien fait pour ceux qui y auront cru. Un manipulateur ne se sent jamais engagé par aucune obligation, même écrite ou légale. Cette mentalité est inconcevable pour l'hyper-responsable qu'est le surefficient. Enfin, le surefficient ayant un gros déficit d'ego se débat en permanence avec un énorme sentiment d'imposture. Il ne réalise pas qu'il est en face de lui le roi des imposteurs, que lui n'a aucun scrupule. C'est tout le paradoxe. Un véritable imposteur sait très bien qu'il en est un et n'en a ni honte ni remords. Vous pouvez maintenant comprendre à quel point l'incompréhension est réciproque. Il est impossible de cerner la réalité de l'autre quand elle est si opposée à la sienne. Le système de valeurs à propos de l'honnêteté et de l'intégrité du surefficient mental est aux antipodes de la mentalité du manipulateur. La dernière différence est que le manipulateur se fiche de votre réalité. Il vous imposera la sienne. Et inversement, à trop vouloir comprendre la sienne, à travers le filtre de vos critères angéliques, vous allez devenir son complice. Le manipulateur est un malfaiteur qui vit sans foi ni loi. Avec votre gros cerveau créatif, vous lui fournissez toute la logistique, les excuses et les alibis dont il a besoin pour commettre ses forfaits en toute tranquillité. Tableau récapitulatif des complémentarités. Le surefficient aime la paix, a besoin d'harmonie, a peur des conflits, et a du courage dans l'intimité, besoin de liens, est hypersthésique, a la joie de vivre, a des difficultés à gérer l'imprévu et l'effet de surprise, n'a pas de protection, est incapable de se mettre en colère et a besoin de clôture cognitive. A contrario, le manipulateur cherche la guerre, il aime le chaos, a besoin de conflits, a peur de l'intimité, besoin de rapports de force, vide avec besoin de stimulation, sinistre et rabat-joie, imprévisible, pulsionnel, contradictoire, pression d'urgence, agressif, très colérique et rageur, il ouvre les portes et les laisse en béance. Niveau de l'humain, alors, le surefficient a beaucoup d'humanité, de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance gratuite, est incapable de concevoir la malveillance, ne juge pas, refuse de blâmer les autres, est chaleureux, humaniste et réfléchi, intelligent. Quand le manipulateur est cruel, ressent de la haine, de la méchanceté, malveillance gratuite, incapacité à concevoir la bienveillance, mépris, accusateur, est glacial, psychopathe, vide, déni, blocage de la pensée et bête. Le surefficient est altruiste, il aime la gratitude, la générosité, est désintéressé, voire prodigue, est capable de se sacrifier pour rendre les autres heureux, plein d'énergie, une pile nucléaire. Le manipulateur est narcissique, ingrat, avare, cupide, calculateur, trouve normal que les autres se sacrifient pour le combler sans limite, paresseux, pompe l'énergie, est un vampire énergétique. Le surefficient est intègre, hyper responsable, authentique, sincère, honnête, droit, transparent, a le sens de l'engagement, fait des actes sans promotion, est loyal et se sent un imposteur. Alors que le manipulateur est un escroc, irresponsable, hypocrite, menteur, tricheur, voleur, dissimulateur, fait des promesses à vide, ses paroles n'ont pas d'acte, c'est un traître et un véritable imposteur. Le surefficient est complice, il fournit une aide logistique et des excuses et des alibis, alors que le manipulateur est un malfaiteur qui vit sans foi ni loi.